Bonjour à tous, bienvenue dans ce live, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui un live un petit peu particulier parce que voilà, ça va être à moitié enregistré, à moitié question. J'ai fait l'interview de Michel, notre géobiologue préféré, celui qui écrit les articles qui font le succès de notre site, de notre blog, je dirais, parce que c'est lui qui réalise de loin le plus de vues. Voilà, donc j'ai enregistré cette petite interview qui parle de la géobiologie. Alors on va parler de géobiologie en général, ensuite on va préciser un petit peu ce qui est la géobiologie de l'habitat, on va parler aussi de géobiologie sacrée. Voilà, on va évoquer pas mal de choses. Donc moi je vous donne rendez-vous après cette vidéo, voilà, pour répondre à vos questions. Donc comme d'habitude vous avez le chat YouTube pour vous exprimer, voilà, et vous pourrez évidemment retrouver cette vidéo en replay sur notre site, voilà, si vous avez manqué quelque chose. Alors, je vais vous passer cette petite interview tout de suite. Bonjour, bienvenue dans cette émission durant laquelle je vais interviewer Michel Morat, qui est un géobiologue accompli, qui fait de la géobiologie depuis plusieurs années. Il s'occupe notamment de maisons, de particuliers, que ce soit sur place ou à distance sur plan. Et il s'occupe aussi de, vous avez dû voir ses articles, d'étudier les lieux sacrés, en particulier les églises, les cathédrales. Et voilà, vous pouvez retrouver ces articles sur notre blog. Voilà, donc je vais commencer l'interview. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord ce qu'est la géobiologie? Alors, la géobiologie, c'est l'étude des diverses anomalies telluriques et l'incidence qu'ont ces réseaux sur les êtres vivants. Donc, si je me souviens bien, géo, ça veut dire la terre. Oui. Bio, c'est La vie. Et logie, c'est la science. Donc, la ça. géobiologie, c'est la science qui étudie les phénomènes telluriques, énergétiques, Ouais. et leur incidence sur le vivant, Sur le les vivant. êtres humains, notamment à travers la géobiologie de l'habitat et voilà, l'étude des lieux sacrés, ce genre de choses. C'est ça, exactement. Donc, je vais commencer d'autres questions. On parle de phénomènes énergétiques, géobiologiques. Alors, on va essayer de voir un petit peu quels sont les différents phénomènes, comme on parle de cheminées, de vortex, de réseaux telluriques. Donc, Michel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un réseau tellurique? Alors, il vous faut imaginer le globe terrestre avec comme un filet par-dessus, avec des mailles de différentes dimensions, selon le réseau. Exemple, le réseau Hartmann, qui est incliné nord-sud, est-ouest. Les mailles sont carrées, environ, pas tout à fait carrées, mais on peut considérer que c'est carré, de 2 mètres par 2 mètres. Nous avons aussi le réseau Curie, et le réseau Hartmann, pardon, c'est le réseau nickel. Le réseau Curie, qui est le réseau fer, lui est dans le sens d'une diagonale. Il fait environ 4 mètres par 4, et c'est le réseau fer. Ça, je l'avais déjà dit. Donc, si on peut résumer, ce sont des lignes quadrillées dans lesquelles circule de l'énergie Oui. au niveau de la Terre. Donc, Oui. ces réseaux ont donc une énergie différente, c'est ça? Oui. Et ces énergies peuvent interagir avec l'être humain, c'est ça? Ah oui. Surtout lorsqu'ils sont superposés. D'accord. Dans une maison, un appartement, lorsque un croisement Hartmann, un croisement Curie se superposent, c'est extrêmement nocif pour l'humain. Ok, donc on reviendra plus en détail sur la nocivité, sur les choses qui sont nocives dans notre partie sur la géobiologie de l'habitat. Bon, autre question, Michel. Un autre phénomène géobiologique très connu, c'est la cheminée tellurique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une cheminée tellurique? C'est une cheminée cosmotellurique. Cosmotellurique, pardon. On appelle ça aussi en géobiologie la respiration de la Terre. C'est-à-dire que c'est une entité énergétique qui à la fois fait remonter l'énergie tellurique et au bout d'un certain moment
ça capte l'énergie cosmique. On appelle ça la respiration de la Terre. Oui, c'est vrai, je crois que c'est 3 minutes à peu près. Pendant 3 minutes, ça prend l'énergie qui est dans le sol, Voilà. ça la fait monter. Il y a une minute, je crois, de stabilisation. Et après, pendant 3 minutes, ça fait descendre l'énergie Cosmo. Exactement. Donc, ces phénomènes peuvent se déplacer. Oui, fréquemment, on trouve des cheminées cosmotelluriques un peu partout, mais elles ne sont pas toujours fixes, elles peuvent se déplacer. Et donc, comme vous m'expliquiez tout à l'heure, si elles sont sur des croisements telluriques, sur des endroits où l'énergie qui est dans le sol est nocif, et du coup, vu qu'elles font remonter l'énergie du lieu, du coup, elles font augmenter la nocivité. Exactement. Ça multiplie la nocivité. Et bien entendu, si c'est dans un appartement ou dans une maison, mais ça rend la vie des gens compliquée. D'accord. Et par contre, est-ce que ça peut être sur un point positif et du coup augmenter la positivité? Exactement. D'accord. Si c'est sur un point positif, ça augmente la positivité. Il arrive quelquefois, elles ont des bras, ce sont des sortes de tubercules qui, des fois c'est 1, 2, 3, ça va jusqu'à 7, qui, si c'est du nocif, ça augmente beaucoup la nocivité et ça rayonne dans toute la maison, si c'est en dessous d'une maison. Et en plus, oui, entre en compte après la mémoire des murs qui absorbe cette énergie. Voilà. Exactement. Donc on commence déjà à voir le genre de choses sur lesquelles un géobiologue accompli peut agir pour rendre une maison plus saine. Autre phénomène très connu lui aussi, les vortex. Michel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un vortex? Alors un vortex, c'est un phénomène naturel, c'est le plus puissant et le plus important des phénomènes naturels en géobiologie. Il s'enroule, il est caractérisé par une sorte de volute. Ouais, 2 volutes en l'occurrence. En réalité, c'est 2 volutes qui sont reliées par un bras. Une tourne dans un sens, l'autre tourne dans l'autre. Généralement, ils sont positifs et très puissants. On le trouve très souvent sur des lieux sacrés comme les chapelles romanes, les menhirs, les dolmens et autres mégalithes. Ils ont un lien avec les lieux sacrés. En Ils fait. ont un lieu, voilà, ils étaient très utilisés pour les lieux sacrés. Et donc, si je me souviens bien, le fait qu'il tourne dans un sens ou dans l'autre, donc on dit lévogir et dextrogir. S'il tourne vers la gauche, il est lévogir. S'il tourne vers la droite, il est dextrogir. Et donc ça a un effet, je crois. Oui. C'est contrairement à la cheminée. Alors la cheminée, on a dit qu'il y avait une respiration, un coup elle était positive, un coup elle est négative. Enfin, un coup elle est cosmo, un coup elle est tellurique. Est-ce que là on peut dire que il y a une volute qui est cosmo, une volute qui est tellurique? Non, ça on ne peut pas le dire. D'accord. Celui qui est dextrogir, il est masculin. Celui qui est lévogir est féminin. D'accord. Et donc s'il se trouve dans les lieux sacrés, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils font un peu comme la cheminée, ils font remonter Voilà, l'énergie positive? Ça équilibre le lieu au niveau des énergies. D'accord. Le lieu de lui-même reçoit des énergies telluriques et cosmiques, et le vortex est fait aussi, comme la cheminée, pour arriver à l'équilibre, D'accord. pour que le lieu soit neutre pour les croyants. D'accord. Ok, donc propice à la méditation, À à la la prière. méditation, à la prière, exactement. D'accord. Avant-dernier phénomène géobiologique, les courants telluriques. Bon, on n'entend pas trop parler, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Le courant tellurique, on peut visualiser ça comme des sortes de rivières d'énergie qui parcourent la Terre. Elles ne sont pas très nombreuses, Et elles sont assez rares, oui. elles sont assez rares effectivement, et on les trouve souvent au croisement des lieux sacrés. D'accord. Enfin, dernier phénomène géobiologique, les ley lines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces phénomènes qui sont très liés aux lieux sacrés? Alors, les ley lines sont des lignes énergétiques qui parcourent aussi le globe terrestre. On les retrouve généralement on les retrouve reliant les lieux sacrés. Elles sont extrêmement positives. Donc, celles-là, elles ne sont pas sous forme de Non, cadenas. non. C'est à se demander si elles n'ont pas été créées par l'homme. Voilà, on se demande si c'est vraiment naturel. D'accord. Donc, elles sont utilisées dans les constructions énergétiques des Voilà. lieux sacrés. Ça relie par exemple les abbayes, ça relie les sites sacrés comme Karnak, comme d'autres phénomènes du genre. Voilà, c'est une énergie très positive, très Voilà, lumineuse, bien on sûr, peut dire. ouais. Très... Voilà. Exactement, ce sont
des énergies, mais elles sont relativement rares. Et si je me souviens bien, elle traverse dans le sens de la longueur les églises, notamment à l'endroit où... Généralement, oui. Voilà, à l'endroit où le curé... Généralement. Voilà. Il y a d'autres phénomènes qui rentrent en compte, mais généralement, c'est comme ça. D'accord, on verra ça plus tard. Bienvenue dans cette deuxième partie sur cette interview de Michel sur la géobiologie. Ce coup-ci, nous allons parler de géobiologie de l'habitat. Donc Michel, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi consiste le travail d'un géobiologue quand il s'agit de travailler sur une maison, sur l'habitat d'une personne? Eh bien, généralement, les propriétaires ou les habitants du lieu ont des soucis divers et variés, et ils font appel à un géobiologue. Alors, le géobiologue va éventuellement se rendre sur place, ce n'est pas une obligation. On peut travailler directement sur plan avec l'adresse, avec une photo satellite, avec un plan même sommaire de l'appartement. On va relever tous les phénomènes existants sur le site, les réseaux Hartmann, Curie, les failles, les veines d'eau, les failles sèches, les failles humides, les vortex, les cheminées cosmotelluriques, la mémoire des murs et bien d'autres choses qui sont capables d'attirer de la nocivité. Donc oui, on parle souvent de maisons nocives, de maisons à cancer. Donc là, l'idée, c'est de faire un diagnostic de la maison, de voir le taux vibratoire de la maison. Ça, c'est la première chose à faire. Et en fait, d'essayer de faire monter ce taux vibratoire, parce qu'un taux vibratoire qui est bas, c'est quelque chose de nocif. Donc le travail du géobiologue, c'est d'essayer de faire en sorte de faire remonter ce taux vibratoire. Voilà, donc il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles vous passez pour faire ce travail. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes étapes que vous faites pour analyser? Alors la première chose, c'est d'avoir les éléments, c'est-à-dire le plan, l'adresse. Ensuite, la première chose à faire, c'est de prendre les taux vibratoires de chaque pièce. Oui, pour cibler les endroits où il y a des problèmes. Et déjà, à partir de là, le géobiologue commence à savoir la nocivité qu'il va trouver dans le lieu. C'est un peu comme un médecin qui vous prend l'attention. Ensuite, la recherche des réseaux, les différents réseaux. Donc, Hartmann, Curie. Le grand réseau diagonal aussi, je crois. Le grand réseau diagonal, il y a plein d'autres réseaux. On cherche aussi les failles, les veines d'eau. Alors ça, on n'en a pas parlé dans l'émission précédente, parce que ce ne sont pas des phénomènes énergétiques géobiologiques, ce sont des phénomènes géologiques. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une faille, une veine d'eau rapidement? Mais une faille, je n'ai plus moins une crevasse naturelle. Une crevasse sous la maison. Voilà. Et une faille humide, c'est une crevasse où circule de l'eau. D'accord. Voilà, tout simplement. Mais tout ça, c'est nocif. Ok. Donc, lorsque les taux vibratoires sont faits et qu'on a tout recherché, on arrive à retracer exactement les points qui sont les plus critiques, les croisements superposés. Donc ça, soit vous le faites sur place avec l'antenne de l'échelle, on peut le faire. Soit sur plan. Ça se pratique avec les taux vibratoires avec, bien entendu, une abaque et un pendule. Certains utilisent les baguettes coudées. Moi, pour mon compte personnel, j'utilise l'antenne de l'échelle, qui est beaucoup plus précise. Donc, quand on a établi toute la nocivité de l'appartement, on demande au propriétaire, parce qu'il faut son accord impérativement, s'il veut qu'on fasse l'équilibrage énergétique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on nettoie la maison. Après son accord, ben voilà, on procède de différentes manières à supprimer la mémoire des murs, à enlever la nocivité des veines d'eau, à combler les failles par de l'énergie. Toutes sortes de procédés. Oui, la mémoire des murs, c'est, pour expliquer, c'est les murs, notamment en pierre, la pierre se charge d'énergie. Et puis c'est le vécu de la maison, c'est-à-dire si c'est un couple qui avait de fréquentes disputes, les murs en sont imprégnés. S'il y a eu un défunt, s'il y a eu, même en dessous, ça peut arriver que dans le sol, bien avant la maison, il y a eu une bataille, il y a eu des défunts. Il y a des sépultures, on ressent dans la mémoire des murs. Oui, donc il y a quand même aussi un travail au niveau des défunts, on ne va pas rentrer dans le détail, voilà, mais au niveau des géobiologues, voilà. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Donc on vient de voir qu'il y a pas mal de choses à faire sur une maison, on va dire, avec de la nocivité. Est-ce que vous pouvez nous lister
les différents moyens d'action d'un géobiologue sur ces phénomènes pour augmenter le taux vibratoire de la maison. Donc, nous allons commencer par les réseaux Curie et Hartmann. Lorsqu'ils se superposent, le géobiologue a la possibilité de déplacer les lignes. Donc, quand on dit qu'ils se superposent, donc on peut imaginer donc un réseau Hartmann qui est comme ceci. Ouais. Ça peut arriver qu'il y ait un réseau Curie qui croise en plein milieu, et donc les deux ce double croisement se superpose et ça crée une grosse nocivité. C'est ce genre de phénomène de croisement qui peut attirer les cheminées, comme on en a vu tout à l'heure. Et ça augmente encore la nocivité. Exactement. D'accord. Donc, le géobiologue a la possibilité de déplacer les lignes, c'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un croisement Hartmann et Curie, en déplaçant une partie des lignes, le croisement n'existe plus puisque les lignes sont, on peut les mettre à l'extérieur, on peut les mettre pratiquement où l'on veut. Oui, ne serait-ce que, on peut imaginer que s'il y a donc 1, 2, 3, 4 lignes qui se croisent, si on en déplace une ou deux, ben, voilà, le croisement, et il n'y a plus la nocivité. Voilà, exactement. Ok. Ensuite, s'il y a une cheminée cosmotellurique négative, là aussi le géobiologue a la possibilité de déplacer la cheminée, de la mettre à l'extérieur, de la mettre où il a envie. Ou sur un point positif. Ou sur un point positif éventuellement. Un vortex, c'est exactement pareil. On a la possibilité de le déplacer. Donc un vortex dans une maison, c'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose? Mais ça dépend de ce que c'est. Mais par habitude, moi, je le mets à l'extérieur. D'accord. Ça fait trop de chamboulement. Oui, c'est plus dans les lieux sacrés, normalement. Donc, on a vu les réseaux, on a vu la cheminée, le vortex. Les failles. Les failles. Les failles, il y a plusieurs moyens pour enlever la nocivité. Avec l'antenne de l'échelle, les failles sont comblées de magnétisme. On met du magnétisme dans les failles, ça enlève la nocivité. On peut une veine d'eau avec l'antenne de l'échelle. On déplace là, alors à cet endroit-là, on déplace le magnétisme de l'eau. On ne peut pas déplacer une faille, mais son magnétisme, on peut le déplacer, le mettre à l'extérieur. Et ça enlève la nocivité. Oui, parce qu'il y a les notions dans les veines d'eau de transport de l'information, de l'énergie. Donc si une veine d'eau elle passe par quelque chose de négatif, elle le transporte. Exactement. Donc voilà, c'est une notion de dérivation. Et les frottements d'eau sur les roches, sur les strates, les différentes strates de terrain, apportent de la nocivité. Donc, on ne peut pas la déplacer, la veine d'eau. Il y a d'autres systèmes différents. Mais à mon avis, le plus efficace, c'est d'enlever le magnétisme de l'eau. D'accord. Je le pratique depuis très longtemps, c'est très efficace. D'accord. Donc, en fait, le travail du géobiologue, si j'ai bien compris, c'est enlever les phénomènes, nocifs, enlever ce qui a été accumulé dans la mémoire des murs, et là, naturellement, là les taux vibratoires remontent tout seul, et après les personnes sont mieux chez eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une maison, en dessous de 8000 unités bovis, c'est désagréable pour les habitants, et en dessous, si on descend encore plus bas, c'est vraiment nocif. D'accord, les unités bovis, c'est avec ça que c'est l'unité de mesure du tau vibratoire. Voilà, faite par un monsieur qui s'appelait monsieur Bovis. Ok. Et donc, quand les taux vibratoires remontent, alors c'est spectaculaire, parce que lorsqu'on a fait l'équilibrage, on voit les taux triplés, quadruplés, et la maison redevient saine. D'accord. À partir de là, la maison est saine. Ok, ben merci beaucoup pour ces explications sur le travail d'un géobiologue sur l'habitat. Le géobiologue, donc, dans cette partie, nous allons nous consacrer aux lieux sacrés. Alors, les lieux sacrés, quand ils étaient construits, je parle au passé parce que c'est plus forcément le cas maintenant, à part par quelques érudits, étaient construits par des personnes, des bâtisseurs qui avaient la science, les connaissances en géobiologie, et on va voir qu'il y a des choses qui se retrouvent d'un lieu sacré à l'autre. Et voilà, donc Michel, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les plus anciens lieux sacrés, voilà, quels sont les points communs, voilà, au niveau de ces lieux sacrés? Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que les premiers lieux sacrés, c'était les dolmens, les menhirs, les tumulus, tout ce qui est funéraire au néolithique. Donc, plutôt ce qui concerne les druides. Oui, à l'époque des Celtes, des druides, bien sûr. Mais même,
il faut savoir que les mégalithes, les Druides, les Celtes les ont utilisés, mais ce ne sont pas eux qui les ont posés, qui les ont fabriqués. Ce sont les peuples antérieurs, on appelle ça les peuples pré-celtiques. D'accord, donc il y a même des traces de connaissances vraiment très anciennes. Exactement. Donc pour vous donner une idée, lorsque un géologue arrive sur un lieu sacré du néolithique, exemple un tumulus, on peut vite s'apercevoir que les courants telluriques tels qu'on en a parlé tout à l'heure, les réseaux Hartmann et Curie, on voit que les lignes ont été déplacées, c'est-à-dire pour éviter ce lieu. Donc ce phénomène n'est pas naturel. Ce phénomène a été, ces lignes ont été manipulées par les hommes. Donc on peut voir vraiment que voilà, il y a une construction qui est faite avec des schémas qui se répètent, Exactement. ce genre de choses. Donc sur deux lieux sacrés similaires, on peut retrouver Exactement. Il y a des similitudes donc, qui ne sont pas naturelles, parce que avant et après, même tout autour de ce lieu, les lignes ont repris, n'ont pas quitté leur position initiale, elles sont en carré, elles sont en rectangle. Alors là où elles ne le sont pas, c'est que ça a été manipulé, tout simplement. Mais en plus, des fois, il y a des dédoublements de lignes. Des dédoublements de lignes, oui, pas des choses naturelles. Voilà, exactement. Donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu voilà, des églises plus précisément. Voilà, vous avez beaucoup étudié les églises. Est-ce qu'il y a est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu une église construite suivant les règles de l'art, on va dire? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces églises au niveau des lignes, au niveau des cheminées telluriques? On a parlé de vortex dans les lieux sacrés tout à l'heure. Voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire ça? Mais bien sûr. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous parlons des chapelles, des églises, éventuellement de cathédrales anciennes, c'est-à-dire du 9, 10, 11, 12e siècle, même 13e. Ça ne concerne pas les églises contemporaines qui n'ont plus aucune énergie, donc qui n'ont pas été construites donc, justement dans les règles de l'art, entre guillemets. Donc, les bâtisseurs du Moyen-Âge construisaient les lieux de culte en rapport avec la géobiologie. Ces gens-là maîtrisaient la géobiologie. C'était très complexe. Lorsqu'on arrive à avoir une vue d'ensemble du schéma de construction, c'est énorme. Les connaissances qu'ils avaient sont énormes. Ils maîtrisaient la géobiologie, mais il y avait aussi une notion de géologie, parce que je crois déjà, rien qu'au niveau du choix du lieu, le lieu, cela avait son importance. Bien sûr. Par exemple, on sait très bien que toute église, toute chapelle romane, il fallait qu'il y ait un certain nombre de veines d'eau. Autrement, l'église n'était pas construite ou elle était changée de position. Alors, généralement, les chapelles étaient construites orientées est-ouest, mais quelquefois, environ 10%, les églises sont dans un autre sens. Et en recherchant la cause, c'est ni plus ni moins parce qu'il n'y avait pas suffisamment de veines d'eau à les endroits qu'il fallait que la construction de l'église a été faite dans un autre sens. Donc il fallait absolument que certaines veines d'eau soient à certains endroits pour commencer la construction d'une église. L'implantation dépendait de ça. Ensuite, on s'aperçoit aussi que de même que les autres lieux sacrés, les lignes telluriques sont souvent absentes de l'église. On les retrouve soit dans les murs, soit à l'extérieur des murs. Donc là, on parle des lignes Hartmann-Curie. Les lignes Hartmann-Curie et d'autres lignes aussi. Pour quelle raison? C'est simplement pour enlever la nocivité. Parce que les veines d'eau plus Hartmann et Curie, ça génère beaucoup d'énergie nocive. Donc, pour créer une zone neutre, pour que les croyants soient sereins dans l'église, on déplaçait ces lignes et on les retrouve régulièrement dans beaucoup de chapelles, dans la majorité des chapelles romanes vraiment de l'époque. Ok, donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'emplacement, donc la présence de veines d'eau était plus importante que l'orientation de l'église. Donc c'est dire que voilà, il tenait vraiment compte de la construction énergétique du lieu. Exactement. Juste un petit exemple, l'abbaye de Sénanque
qui est en Provence, elle est orientée nord-sud. L'église est orientée à l'envers. Bon, après étude, on s'est rendu compte que justement, s'il n'y avait pas les veines d'eau qu'il fallait, ils l'ont construite dans l'autre sens. Voilà. Des historiens vous donneront d'autres explications, mais qui, à mon avis, ne tiennent pas trop la route. D'accord. Alors, on a vu que les réseaux Hartmann et Curie étaient à l'extérieur, voire dans les murs. Bon, le fait qu'ils soient dans les murs peut avoir aussi son importance, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là parce que voilà, ça rentre un petit peu dans des choses un peu compliquées. Il y a aussi la présence de la ley line, Exactement. qui elle, par contre, est dans l'église. Généralement, la ley line passe dans l'axe de la nef, c'est-à-dire est-ouest, généralement, ou même à Sénan, qu'elle passe dans l'axe de la nef et qui est nord-sud. Donc, mais là, c'est la ligne primordiale dans une chapelle ou une église du Moyen-Âge. Donc là, cette ligne-là, par contre, elle est amenée. Elle est amenée, bien sûr, bien sûr. Là aussi, elle ne passe pas naturellement à cet endroit-là. Donc, parce qu'on peut voir que voilà, les constructions des ley lines ne suivent pas un quadrillage. Non. Et voilà, donc on sait d'ores et déjà que voilà, les bâtisseurs savaient déplacer les lignes. Et il y a un certain nombre de phénomènes qui sont implantés sur cette ley line à l'intérieur de l'église. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Mais, par exemple, quand elle est, généralement c'est le cas, on vient de le dire, quand elle est dans la nef, à l'emplacement de l'autel, je parle de l'autel de l'église, l'autel du départ, parce que maintenant on sait que les autels ont été changés de place, sous l'autel, sur la ley line, il y a un vortex. D'accord. C'est monnaie courante, ça. Il y a d'autres vortex qui sont, par exemple, dans le narthex de l'église. Le narthex, c'est la partie au fond de l'église. Le narthex, c'est la première partie. Quelquefois, c'est à l'extérieur de l'église, sous une sous-pente. C'est-à-dire que c'est l'endroit où le profane arrive. Et avant de passer une ligne d'eau, une veine d'eau, qui symbolise en géobiologie le Jourdain, c'est-à-dire que le profane passe là, il passe le Jourdain, symboliquement il est baptisé, et après il rentre vers la lumière. Et donc, on rappelle qu'on avait dit précédemment, un vortex fait monter l'énergie. Oui. Donc, les autels étaient en général en pierre. Oui. Et comme on peut le savoir, on a parlé aussi de mémoire des murs. Et donc, si vous rassemblez les éléments, vous pouvez vous rendre compte que donc une pierre peut se charger d'énergie. Et donc, si vous avez une ley line, un vortex et une pierre par-dessus, évidemment, ce qui se passe, c'est que la pierre de l'autel se charge avec l'énergie de la ley line. C'est un accumulateur. Voilà. Et donc, ça fait que à proximité, il y a une sorte de rayonnement, j'imagine, qui fait que on va dire, les prières du curé ou de l'abbé qui officie sont un peu plus, comment dire, élevées. Il a un taux vibratoire plus élevé. Exactement. Il est plus à même, on va dire, d'être entendu, ce genre de choses. Une petite précision, le prêtre, le temps de la messe séjournait sur cet endroit qui est énormément positif, mais il n'aurait pas pu y rester 3 heures. Après, ça devient nocif. Et il manque d'ancrage, en fait. Il manque d'ancrage, exactement. Et ce qu'on peut regarder, c'est par exemple les vêtements liturgiques du prêtre sont brodés d'or, d'argent. Qui conduisent très bien l'énergie. Qui sont des conducteurs d'énergie. L'or et l'argent sont des conducteurs formidables d'énergie. Donc, le prêtre était ni plus ni moins chargé d'énergie. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il arrive au début de la messe et qu'il met le calice rempli d'hostie, qu'il le met dans le tabernacle, donc pendant le laps de temps de la messe, tout ça, ça se charge d'énergie, et lorsqu'il se retourne pour les donner aux fidèles, en réalité, il donne de l'énergie. D'accord. Et donc dans le tabernacle, il y a aussi, je crois qu'il est aussi sur la ley line. Exactement, il est sur l'autel. Voilà, il y a quoi? Il y a une cheminée ou c'est juste... Non, c'est le vortex. Il est sur le vortex. Ah oui, ben oui, il est sur le vortex. Il est sur le vortex. Mais quelquefois, il y a aussi une cheminée cosmotellurique positive dans le vortex. Voilà, pour encore augmenter. Voilà, ça, c'est plus les cathédrales, peut-être, voilà. ce genre de choses. Non, pas forcément, non. D'accord. Voilà. C'est pour accentuer le phénomène. Oui, parce qu'une cheminée tellurique sur un vortex, ça démultiplie l'effet du vortex. Exactement. Et il y a plein d'autres phénomènes
Je crois sur le baptistère, je crois, il y a quelque chose. Oui, mais il y a des cheminées cosmotelluriques à divers endroits. Par exemple, sous la chaire, qui était généralement d'un côté ou de l'autre de la nef, là où la prêche se faisait, généralement, il y a une cheminée cosmotellurique. Et il peut y en avoir sous une statue. Il peut y en avoir à différents endroits, comme les vortex. Généralement, à côté de l'entrée de l'église, c'est-à-dire au fond de l'église, il y a souvent ce qu'on appelle un vortex d'ascension. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous décrire ce phénomène? Parce que il y a un phénomène à l'entrée d'une église qu'on appelle un phénomène de décharge. Voilà. Alors là, c'est autre chose. Ah, là, c'est pas non, ça n'a rien à voir. Ah, pardon. Là, à l'entrée de l'église, quand on passe la porte d'une église, on met le pied sur une pierre, le seuil de l'église. On appelle aussi ça le seuil, la pierre d'abaissement ou pierre de décharge. C'est-à-dire que le croyant qui passe là se décharge de ses soucis, temporairement, bien sûr, de ces mauvaises énergies. de ses mauvaises énergies. Ensuite, il chemine dans l'église. Et il y a d'autres endroits, qu'on parlera un autre jour si vous voulez, où, écoutez, en réalité, une chapelle, une église, c'est un moteur à énergie, ni plus ni moins. On parlera un autre jour de la pierre des morts. On parlera des sculptures, des antolas, des archivoltes. Tout ça, c'est rempli d'énergie. Oui, même la façon dont sont construits les formes. Voilà, la symbolique. Il n'y a rien de fait au hasard, rien n'est fait n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle, nous, les clins d'œil des bâtisseurs. Oui. Qui évoquent, généralement sur les sculptures, ça évoque ce qu'il y a dans le sol. Oui. On a vu le phénomène à la crypte de l'église de Saint-Gilles, qui est une halte du chemin, des pèlerins du chemin de Compostelle. Et il y en a d'autres dans d'autres endroits, bien entendu. Des petites marques de bâtisseurs. Nous pourrons rentrer dans les détails. Ok. Merci Michel pour cette interview. Et voilà, je vous retrouve plus tard pour notre live. Voilà, tous nos liens de nos réseaux sociaux, de notre chaîne YouTube, de notre site sont en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la cloche pour être notifié chaque fois qu'on met des vidéos. Et puis surtout, très important, inscrivez-vous à la newsletter sur notre site. Parce que c'est là que vous serez au courant de quand on fera des lives, quand on fera des formations, ce genre de choses. Et vous recevrez un petit livret explicatif qui résume un petit peu ce qu'on a vu pendant ces interviews, voilà, sur les bases de la géobiologie, en vous inscrivant à notre... Bien, on remercie Michel, voilà, un érudit sur la géobiologie. Voilà, donc je vais essayer de répondre à vos questions. Donc, alors n'hésitez pas. Voilà, si j'arrive pas à répondre à vos questions, j'en profiterai pour les poser à Michel lors d'une éventuelle nouvelle interview. Si vous voulez qu'on fasse une interview précisément sur les lieux sacrés, n'hésitez pas à vous signaler, voilà, en commentaire ou sur notre page Facebook. Voilà, donc je vais regarder un petit peu ce que vous avez comme question. Alors... Ah oui, est-ce que je pourrais conseiller des exercices pour apprendre à développer ses capacités de recherche? Alors c'est vrai que pour la géobiologie, on utilise les clairsens, surtout le clair ressenti. Alors le clair ressenti, voilà, c'est des exercices classiques. Il y a des exercices classiques. Voilà, il faut apprendre à activer son clair ressenti. On peut s'entraîner à toucher des objets hautement chargés en énergie, en allant sur des lieux sacrés. Voilà, mais disons que la chose à faire, c'est travailler son clair ressenti, parce que c'est à travers le clair ressenti aussi, même si on utilise des baguettes de sourcier, une antenne de léchère, un pendule, voilà, c'est quand même grâce à notre clair ressenti qu'on capte inconsciemment ce qu'il y a dans le sol, ce qu'il y a dans les murs, dans les pierres, un peu comme quand on capte qu'il y a de la chaleur. Voilà, c'est un sens qu'on a l'habitude d'utiliser. Voilà, donc il faut travailler le clair ressenti. Ça, à part comment dire, je ne peux pas vraiment vous expliquer exactement tout ce qu'il faut faire là, parce que ça fait l'objet de formations qui durent toute une journée. Donc voilà, il faut être capable d'activer son clair ressenti au niveau de son inconscient et de le régler sur ce que l'on veut détecter, voilà, que ce soit des cheminées telluriques.
On va organiser un stage de découverte de la géobiologie l'année prochaine. Je n'ai pas forcément la date là. Attendez, je regarde, je vous dis ça tout de suite. La date de la formation, donc elle est sur notre site évidemment. Énergie du ciel et de la terre. Donc ce stage commence. Alors nos formations. Nos stages. Si je mets l'écran, vous ne m'entendez pas. Les stages de géobiologie commencent par l'activation du clair ressenti, travailler son clair ressenti. Voilà. Le prochain stage de géobiologie aura lieu voilà. Le samedi 13 mai 2023 à Arles. Voilà. Et vous pouvez vous inscrire sur notre site. Ok, je vais voir si il y a d'autres questions. Pour la maison, comment faire la différence entre une faille et une entité? Ah, alors, comment dire? Bon, une entité, elle peut se déplacer déjà, ça c'est une première chose. Disons que, voilà, quand on a le clair ressenti, on peut mesurer un certain nombre de choses au niveau de notre biochamp. On peut voir que si on est en présence de nocivité, par exemple, on a notre aura qui se contracte, on a notre plan horizontal qui descend. Mais en fait, quand on utilise son clair ressenti, il y a tellement de choses au niveau énergétique autour de nous que si juste on essaye de sentir de l'énergie, on va sentir un petit peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il y a une cheminée tellurique à côté d'une personne, on va sentir quelque chose et on ne sait pas forcément si c'est l'aura de la personne, la cheminée tellurique. Donc, la première chose à faire quand on utilise son clair ressenti, petit 1, on l'active, et petit 2, un peu comme à l'image d'un poste de radio que l'on règle sur une fréquence, on programme notre inconscient pour détecter quelque chose. Donc moi, ce que je fais, par exemple, ce que font, par exemple, un géobiologue qui veut trouver de l'eau, un sourcier, quand il a ses baguettes, il marche, et dans sa tête, il se répète, je veux savoir où se trouve de l'eau, je veux savoir où se trouve de l'eau. En fait, en se répétant cette phrase dans sa tête, il communique avec son inconscient, et au moment où les baguettes se croisent, c'est son inconscient qui fait bouger les baguettes de manière à interpréter ce qui a été ressenti par le clair ressenti. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Voilà, il y a un petit peu plus d'explications sur notre site, voilà, notamment sur le fascicule dont j'ai parlé en fin de vidéo. C'est un peu comme ça que ça se passe. Le clair ressenti, ça s'active et ça se règle. Voilà, quand on veut mesurer des chakras, quand on veut mesurer une aura, tout ce genre de choses, on doit régler son clair ressenti. Ok. Les entités ont un impact sur les failles. Je dirais que non. Après, suivant l'énergie qui se trouve dans une faille, elle peut être plus ou moins intéressante par une entité et du coup les attirer. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre. C'est une fréquence différente en gros. Oui, exactement. C'est exactement ça. Même si ce vont être une faille qui amène une nocivité et une entité négative, les deux vont avoir une vibration basse, négative, qui techniquement aura le même effet sur notre biochamp, ça sera un petit peu dans la même gamme, mais ça ne sera pas la même fréquence, effectivement. Est-ce que tout le monde peut l'utiliser, l'apprendre? Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, il faut avoir un don. Non, moi en stage, j'ai eu de tout, des personnes déjà avancées, des personnes complètement débutantes. À la fin de la journée, ça avait tous sentir quelque chose, utiliser les baguettes. Bon, l'antenne de l'échelle, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus compliqué, mais vous mettez n'importe qui entre les mains à une semaine, à une journée, je lui apprends à détecter des phénomènes géobiologiques et à les déplacer. D'ailleurs, bon, les déplacer, c'est un petit peu particulier. Je ne vais pas expliquer la technique ici. Il y en a plusieurs, notamment qui peuvent faire appel à la prière ou ce genre de choses. Alors, il faut savoir que le principal à savoir, c'est que l'énergie suit la pensée et la volonté. C'est une des premières règles de la médecine chinoise. Avec sa volonté, on peut arriver à déplacer des choses, et des choses qui sont plus ou moins faciles à déplacer que d'autres. Mais il y a des moyens, on va dire, d'augmenter nos capacités de déplacement. Et quand on est sur place, alors par contre, pour arriver à déplacer quelque chose, il faut d'abord avoir le clair ressenti. Alors on sent quelque chose et on le pousse. Entre guillemets, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Après, suivant ce qu'on a en face, il faut savoir se protéger ou le faire ou ne pas le faire. Donc c'est pour ça que c'est le genre de choses, je ne vais pas trop détailler en live.
voilà. Comment on enlève une cheminée négative avant d'habiter dans une maison, un appartement? Il ne vaut mieux pas faire appel à un géologue. Si oui, pourquoi? Alors, comment on enlève une cheminée négative? De la même manière qu'on dépasse d'une ligne, à part qu'une cheminée, c'est beaucoup plus dur à déplacer en termes de... Comment dire? Quand on déplace une cheminée à la main, ça a tendance à nous vider de notre énergie. Voilà, sans rentrer dans les détails. Quand on achète un nouvel appartement, on peut faire appel à un géobiologue. Alors déjà, si vous êtes à l'écoute de vos intuitions, la première fois, surtout la première fois, avant que le mental entre en compte, que vous rentrez dans un lieu, vous allez sentir si le lieu est bon pour vous. Alors en fait, c'est un phénomène naturel et qu'on peut utiliser pour mesurer. En fait, quand on est en présence d'une énergie qui est bonne pour nous, notre aura, qui est notre protection naturelle, se dilate pour laisser rentrer l'énergie. Quand on est en présence d'une énergie qui est nocive pour nous, notre aura se contracte de manière à être plus dense pour empêcher les mauvaises énergies de rentrer en nous. Donc, voilà. Et ce genre de choses, on le sent. On le sent, il faut être à sa propre écoute. Donc, on peut sentir... voilà, il faut se fier à notre propre écoute. Après, vous pouvez faire appel à un géobiologue. Ce qui se passe en général, Michel m'a expliqué, c'est que la première chose qu'il fait quand on lui demande de s'occuper d'une maison, il prend le taux vibratoire de la maison. Si le taux vibratoire est correct, il dit il n'y a pas besoin que j'intervienne. Donc, c'est sûr que voilà, il faut trouver un géobiologue de confiance parce qu'il y en a, comme pour tout, hein, ils vont vous vendre directement. Certaines fois, ça monte très cher. Hein. Je veux dire, il y en a qui ne s'embêtent pas, je trouve. C'est normal de rémunérer un géobiologue. Je veux dire, quand Michel travaille sur une maison, il y passe entre 6 et 8 heures. Voilà, mais il prend, franchement, par rapport au travail qu'il fait, il ne prend pas beaucoup. Mais voilà, quelqu'un qui va vous proposer directement de faire des tas de choses, qui va trouver des trucs, voilà, faut qu'on vous les recommande si possible. Et voilà, la première chose à faire, c'est prendre l'auto-vibratoire. Donc, si vous pouvez avoir des personnes, des guérisseurs, des énergéticiens dans votre entourage, ils peuvent prendre l'auto-vibration à la maison. Si l'auto est correct, il n'y a pas besoin de faire intervenir un géobiologue. Voilà. Alors, comment créer une faille et comment être sûr qu'elle soit bénéfique? Alors, une faille, ça ne se crée pas. Une faille, ce sont des trous qui sont sous la terre. Voilà, ce sont des crevasses, tout simplement. Donc, en général, elles sont négatives parce que leur effet sur l'énergie d'un lieu est nocif. Donc, elles ne sont pas vraiment négatives, ce sont des phénomènes naturels. Mais voilà, il convient de les combler pour éviter l'incidence qu'elles ont sur l'énergie du lieu. Comment mesurer la fréquence vibratoire d'une maison? Bon, il vaut mieux s'y être entraîné un petit peu. Ça se fait à l'aide d'un abac et d'un pendule. Voilà. Alors moi, je suis pas très doué là-dedans, Michel. En général, je demande à Michel quand il faut mesurer les taux vibratoires. Alors, il faut savoir que, j'ai remarqué en faisant des essais avec d'autres personnes, le taux vibratoire ne va pas être le même d'une personne à l'autre quand on le prend. Donc, il faut l'utiliser en termes de comparaison. C'est-à-dire que vous prenez le taux vibratoire d'une maison qui est correct et vous prenez ensuite le taux vibratoire d'une autre maison. Si ce n'est pas la même personne qui fait la mesure, ça n'a aucun sens de comparer. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, les incidences sur les personnes qui ont envie dans un logement négatif. Voilà, ça a été un peu expliqué par Michel. Voilà. Alors, votre taux vibratoire, plus il est élevé, plus vous êtes en bonne santé. Okay, c'est pour ça. Qu'est-ce qui peut agir sur votre taux vibratoire? Ce que vous mangez. Donc c'est pour ça que c'est important de manger des aliments avec des bons apports énergétiques. Voilà. Donc ça c'est une première chose, ce que vous mangez. Ce qui agit sur vous, c'est donc là où vous vivez, d'où l'importance d'avoir un lieu avec un bon taux vibratoire. Et là aussi votre façon d'être, vos émotions, ce genre de trucs agissent sur votre taux vibratoire. Donc techniquement, si vous avez une maison qui fait baisser votre taux vibratoire, vous avez plus de chances d'être malade. Il y a certaines maisons, moi j'ai même connu un bureau, là où je travaillais avant, où il y avait les 3 dernières personnes qui avaient travaillé dans ce bureau sont mortes du cancer. Voilà. On peut dire que c'est une coïncidence, machin, tout ça. Bon, en l'occurrence, depuis la nouvelle personne, en fait, je suis intervenu à la demande de la personne qui est dans ce bureau.
Et a priori, depuis, elle est en bonne santé. Il y a aussi certaines maisons qu'on dit des maisons à cancer, voilà, où les gens tombent malades. Alors, ça peut être d'autres choses. Ça peut être... Puis, en fait, le taux vibratoire, ça va agir aussi sur votre émotion. C'est-à-dire que vous allez être maussade. Voilà. Et donc, les deux sont liés. Quand on est maussade, on a notre taux vibratoire qui est plus bas. On a tendance à être davantage malade. Voilà, ce genre de choses. Donc, l'effet, c'est surtout au niveau de l'émotion, du mental et du sommeil aussi. Du sommeil. Oui, il y a des tas de personnes qui ont fait des témoignages après que Michel se soit occupé de leur maison, qui nous ont dit qu'ils dormaient beaucoup mieux et qu'ils sentaient la différence. Bon, allez, je vais prendre les dernières questions. Le dôme de flamme blanche peuvent servir de pansement pour contact. Je ne comprends pas la question, je suis désolé. Ah oui, utiliser la flamme blanche pour... non. La flamme blanche, c'est quelque chose qui doit être utilisé de façon temporaire. Mais bon, là, c'est pas trop le sujet. Voilà, bon, il n'y a plus trop de questions. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions sur notre groupe Facebook notamment. Et voilà, donc, je vous encourage... Alors, cette émission est disponible en replay. Voilà, je vais la mettre sur notre chaîne YouTube. En podcast aussi, donc sur Deezer, Spotify, Google Podcast et même sur notre site. Voilà, inscrivez-vous à la newsletter, c'est important pour être au courant de quand les choses se passent. Je vous remercie. Ah oui, et chose importante, encore une petite pub. On organise sur le début de l'année, là, février et avril, des formations au Reiki de la lumière, qui est le Reiki sur lequel on a beaucoup travaillé au niveau de l'équipe. Voilà, si vous voulez apprendre à faire des soins énergétiques très efficaces et à évoluer spirituellement, je vous invite à vous renseigner et à vous inscrire à ces formations qui se font dans le sud de la France, dans le Gard. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un nouveau live.